Bienvenue à tous. Je suis heureux de vous accueillir ici à Go Entrepreneur. C'est une très belle manifestation. Alors moi, j'interviens sur un thème qui a toute son importance. C'est créer son entreprise tout en protégeant sa famille. C'est un sujet très important quand on crée une activité, de se poser les bonnes questions pour bien démarrer. Donc c'est la colonne vertébrale en fait des activités qui vont vous guider dans l'avenir. Alors juste en préambule, je vais vous dire qui nous sommes. Donc moi je m'appelle Guillaume Debuic, je suis expert comptable, je suis commissaire aux comptes et je suis diplômé de l'OREP qui est une formation, un master en gestion de patrimoine. Et donc, j'interviens dans le cadre de Donc, je suis le fondateur de SmartWiz qui est présent sur le forum. Cécile vous redonnera le numéro du stand pour que vous alliez lui dire bonjour tout à l'heure. Et donc, nous, notre raison d'être, en fait, c'est d'accompagner les entrepreneurs au moment de leur création, tout au long de leur vie et au moment de leur transmission. Et donc, les sujets de la protection sont des sujets importants à la création, au cours de la vie et au moment de la transmission. Voilà. Le premier message que je voudrais vous faire passer, c'est que protéger sa famille n'a pas le même sens à tous les moments de la vie d'un entrepreneur. Donc on ne va pas avoir une solution unique de protection de la famille et vous n'allez pas avoir une solution qui va durer toute votre vie. C'est-à-dire qu'on ne va pas arriver avec un package en disant « ça y est, j'ai protégé ma famille, je suis tranquille pour les 35 années qui arrivent ». C'est une stratégie, protéger sa famille, et c'est une stratégie qui doit s'adapter dans le temps en fonction de vos préoccupations principales. Et on le verra, les préoccupations de chacun, elles peuvent aussi être contradictoires. Alors, protéger sa famille, ça veut dire quoi? Au moment de créer son entreprise, en général, la principale préoccupation, c'est le risque de défaillance. On s'inquiète de dire, si je crée mon activité, je souscris des emprunts pour me lancer, et si malheureusement je ne rencontre pas le marché, si contrairement à ce que je pensais, mes produits ne fonctionnent pas ou je n'atteins pas la rentabilité attendue, qu'est-ce qui se passe si mon entreprise est défaillante et quelles sont les conséquences pour ma famille? Ça, c'est un premier regard qu'on peut porter sur la protection de sa famille, de se dire finalement, quand on se lance, quels sont les dispositifs que je peux mettre en place pour protéger contre le risque de défaillance d'entreprise. Alors, sur ce point, peut-être quand même des éléments de contexte. Il y a à peu près, vous avez peut-être dû l'entendre sur le salon, alors on est dans une dynamique de création. Alors là, je vais vous dire quelques mots sur la défaillance. C'est pas super enthousiasmant, mais c'est important de l'avoir en tête. En France, en moyenne, on a 200 000 créations par an et on a, en rythme de croisière, 60 000 défaillances d'entreprises. Donc c'est beaucoup. Défaillance, ça veut dire je dépose le bilan, ça veut dire j'arrête parce que je change d'avis. C'est pas forcément une catastrophe nucléaire. C'est l'entreprise s'arrête. On vient d'avoir les stats sur l'année 2021-2022. Les stats sont beaucoup plus basses, 37% de défaillances en 2021-2022. Donc on a l'impression que c'est une bonne nouvelle. Mais ça cache en fait une situation qui est un peu complexe. Pendant la crise Covid, on se reprojette quelques secondes en 2020. Donc les pouvoirs publics ont mis beaucoup d'outils pour permettre aux entreprises de rester en vie. Elles l'ont fait au travers d'exonérations de charges sociales, elles l'ont fait au travers de subventions et elles l'ont fait au travers de prêts. Vous avez dû entendre parler des prêts garantis d'État, les PGE. Et donc beaucoup d'entreprises ont souscrit des PGE. Nous, on a aidé les entreprises pour le faire. Et donc le dispositif permettait d'avoir 2 ans de différé de remboursement et après un remboursement sur 4 ans. Donc 2020, 2022, on arrive. Donc on va dire les premiers PGE, c'est avril 2020. Donc on arrive depuis avril 2022 dans la phase de remboursement de ces prêts. Et on a beaucoup d'entreprises qui n'ont pas la capacité à rembourser ces prêts. Et donc en fait, pendant 2 ans, on a eu des défaillances qui sont assez faibles, mais on commence à rencontrer de nouveau des difficultés. Depuis février 2022, le taux de défaillance repart à la hausse puisqu'on est confronté à ces situations.
Juste un point sur rembourser. Donc on pouvait emprunter 25% de son chiffre d'affaires, remboursable sur 4 ans. Ça veut dire qu'il faut au minimum 6% de rentabilité pour pouvoir juste rembourser cet emprunt. Et donc, il y a beaucoup d'entreprises, avant d'avoir les PGE, qui ne faisaient pas 6% de rentabilité. Donc, on est face à une vraie difficulté. Il y a quelques outils pour l'instant qui sont mis en place pour étaler ces financements sur des durées de 10 ans, mais ce sont des exceptions. Et donc, il y a un vrai risque de défaillance sur un certain nombre d'entreprises. Donc voilà l'élément de contexte, et puis je ne vais pas rajouter la crise énergétique, l'Ukraine, etc. Un écosystème qui n'est pas très rassurant. Et déjà, félicitations d'être là et puis de vous poser la question d'entreprendre, parce qu'on est dans un moment où il faut trouver de l'énergie et de la dynamique, et on n'est pas dans le moment le plus paisible pour se lancer. Et pour autant, on voit des projets qui se montent et qui se développent. Donc je vous ai dit, le moment de la création, au moment du développement de l'entreprise, protéger sa famille, si l'entreprise fonctionne bien, à engendrer des bénéfices, à une trésorerie importante, la notion de protéger sa famille, c'est plus forcément le risque de défaillance. Ça en reste un, mais le risque prioritaire, ça va être comment je fais participer ma famille à un enrichissement, comment je fais en sorte que mon époux ou mon épouse sont protégés si mon entreprise est la seule source de revenus. Et comment j'inclus ou pas mes enfants dans ce projet. La troisième partie de protéger ma famille, c'est on est au terme de sa carrière professionnelle. On commence à entamer une réflexion sur la transmission de l'entreprise. Et donc, on cherche à transmettre dans un environnement familial. Et donc, quels sont les outils à ma disposition pour faciliter une transmission familiale? Et comment je fais pour que ma famille soit dans un schéma favorable pour pouvoir poursuivre cette activité que j'ai créée sans se faire assommer par une fiscalité qui pourrait obliger de vendre l'entreprise. Donc voilà, on voit à des moments différents de la vie de l'entrepreneur des préoccupations qui sont très différentes. Donc risque de défaillance, sur le développement, donc la protection de la famille, l'enrichissement de la famille, un sujet qu'on va aborder aussi. On accompagne beaucoup d'entrepreneurs et ils s'inquiètent de savoir ce qui va se passer si ils sont dans l'incapacité de travailler, accident, maladie, ou s'ils décèdent. Voilà, on aborde des sujets souvent très gais, hein, donc on est des gens joyeux. Mais bon, anticiper n'entraîne pas des conséquences. Il faut être prudent, il faut à la fois être dynamique et à la fois être prudent. Et donc ces sujets de l'accident, du décès, notamment on a beaucoup d'entreprises où l'ensemble des revenus provient de l'activité professionnelle. Donc on a soit une chef d'entreprise, soit un chef d'entreprise qui a un outil de travail qui est au service de toute une famille. Et donc s'il y a un accident de la vie, on se dit tiens, c'est la source principale de revenus, elle s'effondre. Et qu'est-ce qui advient à ma famille si l'outil de travail s'effondre? Est-ce que j'ai des outils à ma disposition pour pouvoir compenser cette perte de revenus? Est-ce que je peux anticiper ce risque pour mettre à l'abri ma famille si un de ces événements de la vie arrive? Donc voilà ce que je vous propose. On ne va pas rentrer dans le détail de tous ces dispositifs parce que vous allez rester jusqu'à la fin du salon autrement, donc 18h. Donc l'idée, en fait, l'objectif de cette conférence, c'est de vous exposer des éléments importants, que vous les entendiez, que vous les ayez en tête et que ça vous incite à aller consulter des experts comptables, des avocats, des notaires, toutes les personnes qui sont compétentes sur cette structuration, sur l'accompagnement de l'entrepreneur dans la création d'entreprise. Alors, quand on dit famille, en général, ça suppose, pas toujours, mais ça suppose une vie de couple. Et en fait, on a 3 formats de vie de couple aujourd'hui, si on devait les synthétiser. On a le couple qui est en concubinage, on a le couple qui est pacsé, et on a le couple qui est marié. Et donc, on va voir que chacun des statuts a des incidences sur l'entreprise qui va être créée. Alors, un petit mot sur le concubinage. Le concubinage, sur le plan juridique et fiscal, en fait, les concubins sont des étrangers. Voilà, ils vivent ensemble, mais ils ne créent pas de droit commun.
Donc ça veut dire qu'un concubin n'est pas un héritier dans le droit. Et si demain vous faites un testament, puisqu'on peut faire des testaments, on peut donner une partie de son patrimoine à quelqu'un qui n'est pas un héritier prioritaire, c'est 60% de droit de succession sur un concubin. Donc on peut déjà partir du principe que si une de nos préoccupations c'est de protéger le conjoint et peut-être les enfants, si vous avez des enfants, le format du concubinage n'est pas un schéma très très protecteur. Voilà. Le PACS, donc le PACS, c'est alors le régime principal du PACS aujourd'hui, c'est la séparation de biens. Il y a quelques années, quand on se pacsait, on était en indivision et on pouvait opter pour la séparation de biens. Aujourd'hui, c'est l'inverse. Quand on souscrit un PACS, on est de base en séparation de biens et on peut choisir l'indivision. Donc le principe de la séparation de biens, c'est de dire que chacun développe son propre patrimoine. Et donc le partenaire, on ne parle pas de conjoint, on parle de partenaire de PACS, n'est pas titulaire de droit sur le patrimoine de l'autre. Vous pouvez acheter un bien en commun du coup qui se retrouve lui-même en indivision, mais là c'est inscrit dans l'acte notarié. Et dans un PACS, le pacsé survivant en cas de décès n'est pas un héritier non plus. Donc ça suppose, quand vous avez un PACS et si vous avez la préoccupation de protéger votre conjoint, ça nécessite forcément l'élaboration d'un testament. Sans testament et en séparation de biens, le PACS n'ouvre aucun droit pour le partenaire. Voilà, donc ça c'est des éléments importants. Maintenant, je vais faire un focus sur le régime matrimonial. Alors je vais peut-être juste, effectivement, je ne vous l'ai pas mis à l'écran. Donc alors la protection de la famille, en fait, c'est du droit civil, donc c'est du droit de la famille, c'est du droit des affaires. On va reparler tout à l'heure un format juridique que je retiens pour créer mon entreprise. C'est du droit fiscal parce que la fiscalité a une grosse importance dans la protection de la famille et du conjoint. Et c'est parfois du droit bancaire et du droit des assurances, puisque c'est des outils qui sont à notre disposition pour protéger ma famille. Donc, ici, je voulais faire un focus important sur le premier élément quand on crée une entreprise, c'est d'avoir une réflexion sur si on est marié ou si on souhaite se marier, sur son régime matrimonial. Ça a des conséquences très importantes. Vous le savez sûrement, donc, dans le droit français, quand vous mariez, quand on dit « je n'ai pas de contrat », en fait, vous avez un contrat, mais vous avez un contrat qui est le contrat type de la communauté réduite aux acquêts. C'est-à-dire que c'est quand je ne choisis pas autre chose, par défaut, je suis marié sous le régime de la communauté réduite aux acquêts. Le principe de la communauté réduite aux acquêts, ça signifie que tout ce que vous achetez après le mariage est un bien commun. Tous les biens que vous avez acquis avant le mariage est un bien personnel, un bien propre. Et tous les biens que vous recevez d'une succession ou d'une donation, que ça soit avant ou après mariage, ça reste des biens propres. Et donc le régime de la communauté réduite aux acquêts donc, mélange une partie de son patrimoine qui est un patrimoine propre et une partie du patrimoine qui est commun. Les revenus sont des biens communs. Donc ça veut dire que vous êtes marié en communauté, vous avez des salaires qui sont portés sur un compte bancaire, même si vous avez deux comptes, un en nom de monsieur, un en nom de madame, l'argent, les liquidités appartiennent aux deux, à hauteur de la moitié pour chacun. Et donc ça veut dire que ce que je fais avec cet argent est aussi un bien commun. Quand j'utilise de l'argent qui appartient aux deux pour acheter quelque chose ou créer quelque chose, du coup, cette création est un bien commun. Donc si je crée une société, je suis marié en communauté, je crée une société donc je crée un capital de 1 000 € avec la rémunération que j'ai eue en tant que salarié. Cette société, en réalité, appartient aux deux époux. Ça peut être un objectif, ça peut être un souci.
Alors on voit, et vous avez des conseils parfois qui vous disent on a des statuts dans lesquels on écrit que le conjoint renonce à la qualité d'associé. Donc moi j'ai eu ça il y a un mois, un client qui vient me voir, il me dit Guillaume, voilà ma situation, je divorce. Maintenant ma société est à l'abri. Au moment où j'ai constitué la société, j'ai vu avec mon avocat, on a inséré la clause de dire le conjoint renonce à la qualité d'associé. La renonciation à la qualité d'associé, en fait, c'est que le conjoint a renoncé à avoir des droits de vote dans la société et a renoncé à pouvoir administrer et gérer la société. Il n'a en aucun cas renoncé à la valeur de la société. Donc ça veut dire que là, dans la séparation, le divorce qui s'entame, les avocats des deux parties nous disent combien vaut la société et la valeur de cette société doit être partagée en deux. Donc c'est un bien commun. Donc ça peut être à la fois un outil de protection de la famille et ça peut être aussi un outil... c'est pour ça que je vous dis qu'on peut avoir des objectifs et des risques compliqués à assortir les uns les autres. Ça peut être quelque chose de particulièrement compliqué, de dire il n'y a que moi qui travaille dedans depuis 30 ans. Et aujourd'hui, on me demande, en plus, c'est pas liquide. Quand on dit la société, elle vaut 1 million d'euros, il n'y a pas 1 million de trésor dans le couple. Et on dit, voilà, on se sépare, vous gardez la société, vous donnez 500 000 euros à votre époux ou à votre épouse. Voilà le genre de difficulté qu'on peut avoir. Et donc, la communauté crée ces situations. Alors, vous avez sûrement entendu dire à de nombreuses reprises, et c'est souvent le conseil qu'on propose, c'est qu'au moment de la création, on recommande plutôt d'être sur des régimes de séparation de biens plutôt que sur des régimes de communauté. Le premier élément qui milite pour aller vers la séparation de biens, c'est justement cette séparation des patrimoines. Donc la société appartient complètement au créateur. Le conjoint séparé de biens n'a aucun intérêt dans cette société. Il ne peut pas revendiquer la valeur, mais s'il y a des difficultés, on ne peut pas venir chercher son patrimoine. Le conjoint qui a un appartement, qui a des biens, des liquidités, en cas de séparation de biens, l'entreprise est défaillante. Alors le principe déjà, c'est de limiter le risque normalement du dirigeant, mais si les tribunaux peuvent étendre la responsabilité et venir dire vous êtes responsable parce que vous avez fait des fautes de gestion, je viens chercher votre patrimoine personnel. La séparation de biens empêche d'aller chercher le patrimoine du conjoint. Donc c'est un élément très important. Et donc souvent, on recommande à la création, quand on est dans un environnement qui est encore risqué, de s'orienter vers ce statut de la séparation de biens plutôt qu'un statut communautaire qui expose à plus de risques. Alors le corollaire de ça, c'est qu'on n'enrichit pas la famille dans la séparation de biens. C'est que, on enrichit le dirigeant qui, lui, peut contribuer au bien-être de la famille, mais s'il arrive quelque chose au dirigeant, l'époux n'a pas de droit sur la société. Donc on peut aménager un contrat de séparation de biens. On a beaucoup d'outils à disposition en fait, et c'est là où il faut éviter le prêt-à-porter, j'allais dire, d'une manière générale dans le droit, et il faut aller sur des solutions sur mesure. Les solutions sur mesure, c'est des aménagements de contrats de mariage. Donc dans un régime séparatiste, de séparation de biens, on peut créer une poche de communauté. Donc on peut dire, donc ça c'est le notaire qui rédige, donc vous êtes tenu d'aller voir un notaire, et donc il va vous dire, ok, dans la séparation de biens, vous êtes sous le régime de séparation de biens, maintenant on crée une poche de communauté, et dans cette communauté, je vais aller mettre tel ou tel bien. J'ai décidé dans ma famille j'achète un appartement à louer, donc un appartement locatif, celui-là je veux qu'il soit dans ma communauté, je ne veux pas qu'il m'appartienne qu'à moi, je le mets dans la poche communautaire. Et donc j'arrive à protéger de manière importante mon patrimoine tout en créant un élément de partage dans mon couple. Dès lors qu'on a créé ces poches de communauté, on a à notre disposition beaucoup d'autres outils. C'est ce qu'on appelle les avantages matrimoniaux pour protéger le conjoint. Alors, peut-être juste un rappel. Donc, je vous ai dit tout à l'heure que dans un PACS, le partenaire de PACS n'était pas un héritier. Dans un contrat de mariage, l'époux est un héritier. En cas de décès de l'époux ou de l'épouse,
l'autre est héritier et ce qu'il touche, ce qu'il va bénéficier, dépend en fait de la situation familiale. Savoir s'il y a des parents, pas de parents, des enfants, pas d'enfants. S'il n'y a personne, il hérite de tout, s'il n'y a pas de testament. On est dans des cas aujourd'hui où, dans beaucoup de cas de figure, on est dans des familles recomposées. J'imagine que dans votre entourage, vous voyez ces situations-là. Il y a des dispositions particulières. Dans une famille recomposée, le conjoint ne peut bénéficier que du quart du patrimoine en pleine propriété. Il ne bénéficie pas de l'usufruit du patrimoine, donc c'est-à-dire la jouissance de l'ensemble du patrimoine. Et donc quand on est dans ces dispositifs-là, on a à notre disposition, mais c'est un choix, c'est plus le cadre basique, on a le choix d'aller insérer des clauses de partage avec le conjoint. Donc vous avez certainement déjà entendu parler les DDV, donations au dernier vivant. Donc c'est des contrats qui sont... Alors en général, c'est un acte annexe au contrat de mariage qui permettent aux conjoints survivants de choisir des options qui n'existent pas dans le régime de base. Donc quand on a une DDV, par exemple, le conjoint peut décider d'avoir 100% du patrimoine en usufruit. Donc en usufruit, ça veut dire qu'il a la jouissance. Donc il ne peut pas, par exemple, vendre une maison, mais il peut le louer, il peut l'habiter, il peut en tirer les revenus. Voilà, donc ce sont des options qui permettent, dans un contrat de mariage, donc, de protéger son environnement familial, la séparation de biens, tout en ouvrant des droits aux conjoints si on est dans des accidents de la vie et notamment le décès. Le testament est aussi un acte qui est fortement utilisé et recommandé pour organiser la protection de la famille, puisqu'en fait le testament permet de déroger aux règles de transmission et d'allouer sur une partie. Alors on dit toujours on ne peut pas déshériter les enfants. Le principe c'est qu'il y a une réserve qui est destinée aux enfants, on ne peut pas y toucher, et il y a une quotité disponible qui peut être affectée. Elle peut être donnée dans un testament, elle peut être allouée au conjoint survivant. Voilà, donc c'est des outils qui sont à nos dispositions et qui permettent vraiment de faire du sur-mesure. Donc la réflexion au moment de la constitution sur le contrat de mariage est assez essentielle. Vous l'avez bien vu dans ce que je vous décris, entre un régime de communauté réduite aux acquits et un régime de séparation de biens, la propriété n'est pas du tout la même et les revenus ne sont pas du tout les mêmes. Alors, ce qui n'est pas simple dans les choix que vous avez à faire, si vous créez votre entreprise, c'est que on peut dire aujourd'hui, on essaye de couvrir deux types de risques. On essaye de couvrir le décès, s'il m'arrive quelque chose, comment je protège mon conjoint, et on essaye de plus en plus de couvrir le risque de séparation, puisque quand on regarde les statistiques de divorce, encore une fois, vous allez sortir très optimiste de ce moment, quand on regarde les stats de divorce, ils ne sont plus tout à fait anecdotiques. Voilà, donc... quand on veut protéger sa famille, sous le thème de protéger sa famille, c'est est-ce que je veux protéger mon époux, mon épouse et les enfants? Est-ce que c'est je veux protéger mes enfants et je veux me protéger de mon conjoint? Parce que parfois c'est ça, c'est dire quand on dit tiens, je veux pas que demain moi je mets toute mon énergie dans mon entreprise. C'est un outil de travail personnel, je ne veux pas devoir payer la moitié de la valeur à mon conjoint. Voilà, c'est le premier point de départ sur ce sujet, c'est de cartographier avec vous ce qui est important pour vous. Donc il n'y a pas de solution, unique. Il y a de dire quels sont les risques que vous voulez vous prémunir, et on va prendre une palette de dispositions qui permettent de se sécuriser. On a un autre contrat de mariage qu'on voit très peu. Je ne sais pas si vous en avez déjà entendu parler, c'est la participation aux acquits. Alors la participation aux acquits, c'est un régime qui vient de réflexion allemande. C'est collé un peu au droit allemand. Et en fait, vous êtes sur un schéma hybride où vous êtes en séparation de biens pendant toute la vie commune. Donc ça veut dire que vous pouvez administrer vos biens, vous prenez des décisions seuls. Et au moment de la dissolution du régime de mariage, donc décès ou divorce, on revient dans le régime communautaire. Donc on a à la fois protégé le patrimoine, ça veut dire que si j'ai une défaillance d'entreprise, je suis en participation aux acquits,
je suis dans un régime séparatiste, on ne vient pas chercher les biens de mon épouse. Et à la fin du contrat, je partage la richesse dans mon couple parce que j'ai considéré que c'était un élément important, parce que mon époux ou mon épouse soit a travaillé dans l'entreprise, soit s'est occupé de la famille, a contribué à mon enrichissement. Et donc, je considère que c'est équitable qu'il y ait ce partage. Alors, juste par expérience, c'est toujours très équitable au moment où on le fait. Dans le dénouement, et notamment par divorce, ça l'est moins. On va dire 9 fois sur 10, on ne trouve plus tout à fait équitable de partager son entreprise avec le conjoint, quelle que soit, ou sa conjointe, quelle que soit l'énergie que l'autre a mis dedans. Mais bon, ça, c'est la vie des familles. Donc voilà, premier focus, votre situation personnelle. Donc concubinage, c'est pas protecteur. Pax, on est plus dans de l'organisation familiale. L'époux n'est pas protégé, sauf par testament. Et après, régime matrimonial. Et donc là, on voit qu'on peut faire du sur-mesure. Et donc, pour éviter les risques, en tout cas au démarrage, la séparation de biens est souvent recommandée. Un régime matrimonial, un contrat de mariage se change. Il y a quelques années, il fallait au minimum 2 ans pour changer son contrat de mariage. Maintenant, on peut le changer 15 jours, 2 jours après s'être marié. Donc, il n'y a plus cette contrainte de temps. Donc on a vraiment des outils qui doivent évoluer tout au long de la vie. Deuxième sujet que je voulais aborder avec vous, c'est l'entreprise individuelle, société. Donc oui. Oui. Alors oui, en fait, quand vous héritez, si vous avez une société, vous héritez d'un ensemble. Ils héritent des dettes, tout à fait. Ils héritent des dettes. Après, il y a des cas particuliers où vous avez souscrit un emprunt, vous avez une assurance décès, l'assurance décès rembourse l'emprunt parce que vous êtes décédé, donc il n'y a plus de dette. Voilà. Mais le principe, c'est que vous récupérez les créances et les dettes. Oui, il doit de la dette à un fournisseur. Cette dette, elle est due. Oui, tout à fait. Tout à fait. Non, si vous êtes héritier d'une société, d'une entreprise individuelle, vous avez le droit de refuser un héritage. Mais à partir du moment où vous acceptez l'héritage, vous en acceptez les tenants et les aboutissants. Une société, quand on décide d'arrêter une société, un dépôt de bilan, on fige les dettes. C'est-à-dire qu'on ne paye pas les créanciers et on est dans un cas de liquidation judiciaire. Voilà, donc il y a des outils pour protéger aussi de cette situation-là. Donc sur la notion d'entreprise individuelle ou de société, quand je crée, est-ce que c'est des éléments qui sont de nature à protéger ma famille et mon conjoint ? Alors, pendant des années, on a dit attention, l'entreprise individuelle, responsabilité indéfinie, on vient chercher vos biens, il n'y a pas de limite. On a créé le statut de l'EIRL, on a créé des dispositifs qui permettaient d'aller voir le notaire pour ne pas pouvoir saisir une résidence principale. Et depuis mai 2022, on a un nouveau statut qui est un traitement juridique inédit de l'entrepreneur individuel. C'est que jusqu'à présent, on dit qu'une personne, elle n'a qu'un patrimoine. Aujourd'hui, la loi a instauré l'idée que l'entrepreneur avait 2 patrimoines, un patrimoine professionnel et un patrimoine personnel. Et donc il y a un principe du coup qui est de dire en cas de difficulté et sauf fraude, acte complètement anormal, donc ça commence vraiment à ressembler à une société. Le créancier ne peut plus aller chercher les biens personnels, mais ne peut aller chercher que les biens professionnels. Donc la volonté du législateur, c'est de faciliter la création d'entreprises et de dire, voilà, aujourd'hui, l'entreprise individuelle est beaucoup plus protectrice que ce qu'elle l'était dans le passé. Pour autant, l'entreprise individuelle a encore des défauts et c'est toujours dans les subtilités des textes qu'on le voit. C'est qu'on nous dit, par exemple, si demain vous achetez de l'immobilier, il y a un schéma assez classique d'enrichissement de la famille, c'est à dire on crée une SCI avec époux, enfants à côté, qui facture des loyers à l'activité professionnelle. Je crée du patrimoine familial. Quand l'immobilier est au service de l'entreprise, dans l'entreprise individuelle, le créancier peut aller chercher ce bien immobilier-là. Alors que si je suis dans un régime de société, cette faculté n'existe pas. Voilà, donc la société a encore pas mal d'avantages par rapport à l'entreprise individuelle.
Donc la création de la société, ça permet aussi de favoriser l'entraide associée et ça permet aussi des arbitrages sur son statut social, statut salarié, non salarié. Donc aujourd'hui, ce qui est simple, c'est l'entreprise individuelle. Si on essaye de se projeter à moyen terme, souvent le format de société est plus adéquat et il permet d'être beaucoup plus sur le sur-mesure que l'entreprise individuelle. Donc la société, pendant longtemps, on continue à préconiser la société. Le principe, c'est de dire qu'on a une responsabilité limitée dans les SAS et les SARL, EURL et SASU également. Donc ça sera exposé dans d'autres présentations aujourd'hui. Et c'est de dire quand l'entreprise est défaillante, quand je suis dans ces formes de société, sauf si, encore une fois, j'ai fait n'importe quoi, je dépose le bilan et mes dettes, elles vont être abandonnées. Donc, on ne va pas aller me demander de vendre mon patrimoine personnel pour combler ces dettes. Attention à une chose, pour contourner cette protection juridique, on a des banques souvent qui demandent, notamment quand on crée une société, elles vont vous demander des cautions et elles vont vous demander des cautions également au conjoint. Donc ça, la recommandation, c'est d'être extrêmement vigilant sur les cautions que vous donnez, puisque du coup, ça contourne la protection juridique qui vous est donnée. Un mot là-dessus sur la protection de la famille. Donc la protection de la famille, c'est la protection de l'entreprise. Comment je fais pour prendre moins de risques sur l'entreprise et donc ne pas exposer ma famille sur des cautionnements. Ça peut être aujourd'hui d'aller chercher de la contre-garantie bancaire quand je souscris un prêt. Vous avez BPI, je les ai vus là-bas. BPI qui est la Banque publique d'investissement, ils contre-garantissent les banques. Donc c'est-à-dire quand la banque, elle vous prête de l'argent, la banque elle-même va s'assurer chez BPI. Et donc vous, en fait, vous payez un taux d'intérêt plus élevé pour avoir cette protection. Mais vous avez BPI qui peut garantir 50 à 60% de votre financement. Donc ça limite votre exposition et ça limite le risque pour votre famille. Donc c'est des outils très importants qui sont à disposition de l'entrepreneur. Donc on a dit droit civil, régime matrimonial, droit des affaires, société. Quels sont les outils qu'on peut mettre en place pour protéger le conjoint. Et ensuite, on a toute une série d'outils qui permettent de garantir le patrimoine de la famille. Donc, donc je vais vous en parler. Vous avez déjà dû en entendre parler, les contrats de prévoyance. Les contrats de prévoyance, notamment quand vous êtes gérant d'une société, c'est un risque qui est très mal couvert de principe. Donc on vous incite souvent à aller souscrire des contrats de prévoyance, donc c'est des contrats d'assurance. Et le contrat de prévoyance, en fait, permet de verser une indemnité à la famille si vous vous retrouvez dans une situation d'incapacité de travail pendant une durée plus ou moins longue. Donc on est souvent dans le cas de la longue durée. Je reviens sur le schéma, donc l'entreprise est la seule source de revenus de la famille. J'ai un accident de voiture et je suis à l'hôpital pendant 1 an. Comment vit ma famille ? Eh bien, le contrat de prévoyance couvre ce risque-là. Et donc, ça permet à la famille d'être protégée des accidents de la vie. Et donc, ça, c'est un contrat qui est souscrit au nom de l'entrepreneur, mais qui peut être payé par l'entreprise. Voilà, donc ça, c'est un outil de protection de la famille qui est très important. Dans un contrat de prévoyance, vous pouvez aussi avoir un capital qui est versé à la personne que vous avez désignée. Donc, c'est un élément qui contribue à sécuriser la famille. Je ne vous ai pas parlé d'assurance vie. Alors, il y a beaucoup de sujets. L'assurance vie, c'est aussi un élément de protection c'est aussi un élément de protection de la famille. Alors, l'assurance vie, souvent, on confond ce que c'est. C'est d'abord, l'assurance vie, c'est du placement. C'est-à-dire que vous placez de la trésorerie que vous avez. Donc, vous créez votre entreprise et vous avez un peu de liquidité et vous voulez les mettre à l'abri de tout risque. L'assurance vie, donc, vous allez placer soit en bon père de famille, soit sur des supports dynamiques. Et ce contrat va permettre de transmettre en cas de décès avec une exonération de droits de succession à hauteur de 152 000 € à la personne que vous avez désignée. Et l'intérêt de l'assurance vie, c'est que c'est un contrat qui est insaisissable, sauf exception. C'est-à-dire que si on venait chercher mon patrimoine personnel en tant que dirigeant, l'argent qui a été positionné sur un contrat d'assurance vie ne peut pas être appréhendé par un liquidateur ou un créancier. Dans la fameuse affaire Tapie qui nous a
qui nous a poursuivis pendant une vingtaine d'années. Il y a eu tout un contentieux très lourd, notamment quand Bernard Tapie avait récupéré des sommes importantes suite à l'affaire Crédit Lyonnais. Il les avait positionnés dans des contrats d'assurance vie et donc les créanciers n'avaient pas la capacité d'aller les chercher. Alors on me dit que c'est terminé, je voulais juste quand même vous dire, donc je vous ai parlé des contrats de prévoyance, contrats d'assurance vie, vous avez aussi des contrats d'essai, c'est des contrats importants, c'est des contrats d'assurance. Donc on voit que le volet assurantiel est important dans la protection du conjoint. Les contrats d'assurance d'essai, vous les avez aujourd'hui quand vous souscrivez des emprunts, à part que le bénéficiaire en général, là c'est la banque. Donc vous pourriez avoir un contrat d'assurance d'essai au profit de votre conjoint. Et aujourd'hui, et ça je vous invite à consulter, on a les plans d'épargne retraite, les PER, qui sont des vrais outils de protection de la famille. Donc les plans d'épargne retraite sont des contrats qui permettent de constituer leur retraite et il y a une réversion qui est possible sur les conjoints. Donc s'il y a un accident, un décès avant d'être à la retraite, donc le conjoint, enfin celui qui est noté dans le contrat, bénéficie des fonds qui ont été souscrits. Et une fois que j'ai touché la retraite, si dans le contrat vous avez négocié une clause de réversion, cette réversion, donc le conjoint peut bénéficier de retraite facultative. Donc ce sont tous des outils. On voit qu'on a une panoplie d'outils pour la protection de la famille et la protection du conjoint. À votre disposition. Alors ce qui est compliqué, et je vais finir par là quand on se lance, c'est que on veut d'abord gagner de l'argent avant d'aller souscrire des contrats d'assurance, etc. Donc moi les conseils que je vous donne, c'est au moment de la création, vous regardez votre régime matrimonial, votre contrat de mariage, si vous voulez vous marier, c'est très important. Vous prenez un contrat de prévoyance. Ça, c'est moi dans ma carrière, j'ai accompagné des dirigeants et je m'en veux encore. J'ai pas réussi à les convaincre de prendre un contrat de prévoyance. La personne a eu une maladie grave et décédée. Ça a été la catastrophe pour sa famille puisqu'il n'y avait plus de revenus dans la famille. On était dans le cas où c'était la source principale de revenus. Donc à chaque fois que je vois un créateur, le contrat de prévoyance, c'est un élément important. Vous lancez votre entreprise, vous la développez et quand vous commencez à rentrer dans des rythmes de croisière, vous travaillez votre retraite et vous réaménagez vos contrats de mariage. En général, à 35-40 ans, on réfléchit au contrat de mariage, on crée des clauses de communauté, on adapte pour accentuer la protection de la famille. Voilà, donc beaucoup d'étapes, des éléments très importants à la création et ayez en tête que la protection de la famille, elle se construit tout au long de votre vie d'entrepreneur. Voilà, j'en ai terminé. Merci. Alors, je ne sais pas si vous avez des questions. Oui. Oui, tout à fait. Tout ce qui est contrat de prévoyance, tous ces contrats d'assurance, en fait, ils rentrent dans un dispositif fiscal qui permet de les déduire du résultat professionnel de l'entreprise. C'est un contrat souscrit en son nom, mais qui est déductible. C'est anciennement ce qu'on disait les contrats Madelin, en fait. Le numéro du stand, c'est quoi, Cécile ? 406. Voilà, si vous voulez venir nous voir ou réaborder des sujets, vous êtes les bienvenus.